Alors, si vous voulez, j'ai envie de démarrer ce thème par deux choses qui me semblent importantes à vous dire. La première, c'est que quand vous regardez ce titre, Le suicide chez les jeunes, vous devriez penser qu'il y a quelque chose de scandaleux dans la juxtaposition de deux choses totalement contradictoires. Comment des gens qui en sont au début de leur vie, des jeunes, peuvent-ils déjà penser à la fin ? Et comment peut-on être en train de naître et de s'ouvrir au monde et en même temps penser à le fermer et à vouloir quitter ce monde ? Donc ça, c'est une première chose, je crois qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que d'une manière beaucoup plus affirmée qu'à d'autres moments de la vie, le suicide chez les jeunes, d'emblée, s'installe comme un scandale. Vous voyez, on entendrait une personne de 95 ans dire qu'elle n'a plus personne, qu'elle n'a plus rien qui la rattache, qu'elle a perdu sa famille, qu'elle a l'impression d'être abandonnée. On aurait moins ce sentiment-là. On aurait l'impression qu'une personne en fin de parcours, après tout, pourrait, d'une manière personnelle et on l'espère un peu éclairée, prendre ce type de décision. Mais chez un adolescent, chez un jeune, vraiment l'affaire paraît scandaleuse. La deuxième chose qui me paraît importante à vous dire, c'est que, aussi étonnant que ça puisse paraître, le sujet a l'air d'aller de soi. On comprend tous de quoi il s'agit. Le suicide chez les jeunes, ben voilà, on comprend qu'est-ce que c'est que le suicide. Tout le monde sait ce que c'est que le suicide. On a tous l'impression de parfaitement saisir de quoi il s'agit, alors que si on avait marqué, par exemple, le cancer chez les jeunes, eh ben, on aurait été obligé immédiatement d'expliquer, ça dépend, il y a plusieurs types de cancers, le cancer du sang, le cancer des os, enfin, on serait parti dans une sorte de litanie de ces drames, alors que là, on a l'impression de comprendre de quoi il s'agit. Le suicide, ça veut dire se donner la mort d'une manière volontaire, c'est ça que ça veut dire, et en même temps, je vais m'employer à vous montrer ce soir qu'en réalité, derrière cette évidence se cachent des mystères, et des mystères y compris pour la personne qui pense à mettre fin à ses jours. D'ailleurs, sachez-le, le mot suicide, qui d'emblée frappe par son caractère latin, on voit tout de suite que ce mot est tiré du latin. Je m'empresse de vous dire, pour ceux qui ne le savent pas, que le mot ne date pas de longtemps en arrière. Le mot a 2 siècles seulement. Avant, on disait le meurtre de soi-même. C'était ça l'expression. On disait le meurtre de soi-même jusqu'à ce qu'un prêtre, l'abbé Desfontaines, considère qu'il y avait dans cette expression meurtre de soi-même quelque chose de beaucoup trop hard, à l'époque où l'Église se mettait à reconsidérer un petit peu sa position par rapport à ce comportement, le suicide. Il a trouvé que c'était vraiment trop hard, et donc il a voulu un peu atténuer la portée de l'expression, et donc il s'est dit, je vais inventer un mot, sui, soi, cid, caedare, tuer. Tuer soi. Mais vous observerez que ce mot donc, qui naît en France avant de se répandre ensuite dans les autres pays, et il va diphtonguer chez nos amis anglais sous la forme de suicide, ce mot ne va pas aller de soi dans la langue française, et je ne suis pas venu là vous faire un cours de français, mais vous allez comprendre pourquoi je vous donne cette précision. Nous, dans notre langue, nous n'avons pas pu dire « je suicide », nous avons été obligés d'insister
par une sorte de redondance extrêmement bizarre, en trouvant l'expression « se suicider », « se soit tuer », comme s'il fallait énormément insister sur le fait que c'est à soi-même que ça arrive. Et vous le savez, il y a une règle en psychologie, c'est que plus on insiste sur quelque chose, plus ça signifie que c'est suspect de signifier le contraire. C'est-à-dire, le meurtre de soi-même, soit, ça veut dire, peut-être, je pense beaucoup à tuer l'autre à travers moi, et cette insistance à dire « soi » vient sans doute révéler quelque chose qui peut peut-être un peu expliquer la complexité de l'approche de ce phénomène. C'est que dans le suicide, il n'y a pas que soi qu'on tue, il y a aussi les autres qu'on tue à travers soi, ne serait-ce qu'à travers les conséquences qu'ont les décès par suicide chez les endeuillés, c'est comme ça que les appellent nos amis québécois, les personnes qui survivent, si vous voulez, qui forment l'entourage, les proches d'une personne suicidée. Alors ça, cette affaire-là, voyez-vous, elle va être importante. Il faut que vous ayez en tête que, pour moi qui travaille sur cette question depuis à peu près 25 ans, il ne peut pas y avoir de suicide sans qu'un autre ou sans que des autres soient interpellés, voire attaqués, voire désignés à travers cet acte. Ça veut dire que l'expression que vous entendez parfois et que peut-être même certains d'entre vous ont déjà dit « le jour où ça n'ira plus, où j'aurai des problèmes, je me suiciderai et c'est une décision qui n'appartient qu'à moi, c'est à moi de pouvoir décider de ça, c'est ma liberté à moi de penser ça ». Cette insistance à rapporter tout à soi-même et à dire « et que le monde se débrouille sans moi » vient dire en réalité du déni, de la dénégation. C'est quelque chose d'autre qui est derrière. C'est je désigne à travers ma disparition ceux qui en sont en quelque sorte responsables parce qu'ils n'ont pas su ou voulu faire que je puisse me sentir exister sans être obligé de passer par ces extrémités. Et là, on va, si vous me suivez, d'emblée s'attaquer au cœur du problème. L'autre évidence du suicide, c'est qu'on a toujours l'impression qu'on comprend la cause. Parce que la cause est soit signifiée par le sujet qui pense au suicide, soit la cause est rapportée par l'entourage lorsqu'il y a décès par suicide. Alors on va dire, c'est parce que sa petite amie l'a quitté, ou c'est parce qu'il avait eu de mauvais résultats à l'école, c'est parce que son employeur était trop méchant, c'est parce qu'il y avait donc une attaque de quelque chose qui l'obligeait en quelque sorte à mettre un terme à la souffrance qu'il en ressentait. Eh bien moi, ce que je veux vous dire, c'est que tout ça est vrai, tout ça ne doit pas être balayé d'un revers méprisant. Bien entendu qu'il y a des facteurs déclenchants, des circonstances favorisantes, toutes celles dont on vient de parler le sont, mais ce que je m'empresse de vous dire, c'est que ces raisons ne se suffisent pas à elles-mêmes. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a eu sa petite amie qui nous a quittés, ou notre travail qui a été perdu, ou notre employeur qui est méchant avec nous, ou tel abandon, ou telle perte qui nous est insupportable, ce n'est pas pour ça qu'on se suicide. C'est parce que ces raisons-là, ces causes-là, viennent en quelque sorte représenter des gouttes d'eau qui font déborder un vase déjà plein de bien autre chose. En d'autres termes, n'allez pas vous arrêter pour essayer de comprendre ce phénomène au seul facteur déclenchant qui provoque le drame. Ils sont à prendre en compte, mais il faut aussi savoir que derrière eux se cachent d'autres raisons. Alors quoi ? Eh bien,
c'est ça que le cœur de l'affaire. Le fond du problème, c'est le sentiment de non-exister. Si vous n'avez qu'une seule chose à retenir de mon exposé ce soir, ce serait ça. Ce serait de considérer qu'on ne peut pas penser au suicide, notamment lorsqu'on est jeune. On ne peut pas penser au suicide sans qu'on éprouve un sentiment intolérable de non-existence. On a l'impression de ne pas compter, de ne pas être là, de ne pas être vu, reconnu, aimé, entouré, à tort ou à raison. Le sentiment de non-existence est absolument nécessaire pour que sécrète en soi l'envie de se suicider. Mais vous voyez bien pourquoi j'insistais tout à l'heure sur le « ce », sur l'affaire qui pouvait tuer l'autre, c'est que, vous le voyez bien, si on a le sentiment de non-exister, c'est nécessairement qu'on désigne les autres d'une manière plus ou moins directe et plus ou moins affirmée et plus ou moins consciente, comme, sinon responsables, du moins impliqués dans cette non-existence, puisque par définition, on ne peut se sentir exister dès lors que les autres nous reconnaissent. Si les autres ne nous reconnaissent pas, comment peut-on savoir qu'on existe? Eh bien, c'est donc quand on a un sentiment intolérable de non-existence qu'on a envie de... Et alors là, je mets des petits points de suspension. On a envie de quoi? Eh bien, on a envie de quelque chose de conscient, qui est de faire cesser la souffrance, qui n'est pas d'attaquer les autres, qui n'est pas de, consciemment, dans la très grande majorité des cas, de faire mal à son entourage, qui est consciemment de vouloir se défaire de sa souffrance, faire cesser cette souffrance, mais en même temps, et c'est ça les points de suspension, derrière cette conscience de l'acte se cache quelque chose qui l'est moins. Je veux me suicider parce que je souffre trop de non-exister, point de suspension, avec le secret espoir de pouvoir vivre en quelque sorte autrement, en existant davantage mort que vivant, en imprimant ma place, mon existence, mon identité dans la tête de ceux qui restent. Il y a, voyez-vous, dans la tête du suicidaire, cette espèce d'espoir terrible, qui va d'ailleurs très bien fonctionner malheureusement, d'une certaine façon, qui est d'exister davantage mort que vivant en occupant, au sens, voyez-vous, de l'occupation au sens fort du terme, en occupant la mémoire de ceux qui restent, qui vont sans cesse se dire qu'est-ce qu'on n'a pas fait, qu'est-ce qu'on n'a pas vu, qu'est-ce qu'on aurait dû faire, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi est-ce qu'il nous a fait ça, qu'est-ce qu'on n'a pas réussi, etc. Tout ce qui ronge les personnes qui sont frappées par ça, c'est-à-dire dont l'enfant en particulier se suicide. Je crois qu'il n'y a pas pire drame, voyez-vous, que la mort volontaire de son enfant, dans la mesure justement où ça, même si le jeune ne le veut pas, ça désigne l'autre comme en quelque sorte potentiellement responsable de la non-existence. Alors ça, c'est très important que vous l'ayez en tête parce que ça explique, voyez-vous, cette affaire inconsciente, les défenses psychologiques conscientes que va mettre en place l'adolescent. Parce qu'il veut s'approprier son acte. Parce que lui veut avant tout cesser de souffrir et ne veut pas torturer ses parents dans la très grande majorité des cas. Il va s'employer de son vivant encore à tout faire pour noyer le poisson, pour essayer de donner le change, pour ne surtout pas mettre en accusation ses parents.
Et ça va donner quoi? Ça va donner ces lettres d'adieu terribles qui pourraient même être vécues comme cyniques, tellement elles pèsent lourd du poids de la dénégation. C'est pas je m'appelle Thomas, j'ai 17 ans, j'ai envie d'aller me pendre et je suis dans ma chambre et je veux rédiger une lettre d'adieu à mes parents. Je ne leur écris pas, espèce de salaud, je vous quitte et surtout crevez-en de ma mort volontaire. Non. Je vais écrire « Chers petits parents, chère maman chérie, à l'heure où vous lirez ces lignes, je ne serai plus parmi vous. Mes cassettes vidéo, donnez-les à un tel. Les albums de ceci, rendez-les à un tel. » Quelque chose qui frappe et qui m'a fait dire, pour ceux d'entre vous qui l'ont lu, que la lettre de Guy Moquet, chers amis, sortie de son contexte, est une lettre de suicidant. Aussi. Voyez-vous, si on ne sait pas de quoi il s'agit, si on ne sait pas qu'on a affaire à un jeune qui est dans la période dans laquelle il est, résistant, etc., si on ne sait pas tout ça, ça pourrait être une lettre d'adieu de jeunes suicidants. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de mamans chéries et de mots tendres adressés aux proches, ce que font la grande majorité des jeunes qui pensent au suicide et qui laissent des lettres d'adieu. Mais sachez que c'est une défense psychologique, c'est souffler le contraire de ce qu'on ressent trop violemment intérieurement et qui est intolérable. Mais il y a effectivement dans l'acte suicidaire quelque chose qui vient souffler un vent mauvais, qui est « je vais me suicider pour obliger ceux qui restent à me faire vivre à leurs dépens. » Et ça, une adolescente du centre Abadie nous l'a un jour révélé sans le savoir. On a un mur d'expression, un grand mur d'expression dans notre service où les jeunes ont le droit d'aller dessiner ou écrire, taguer ce qu'ils veulent, et on ne censure jamais ce mur. Et un jour, une adolescente a écrit en énorme, en travers de ce mur d'expression, une phrase qui est restée. Elle a écrit la chose suivante. Elle a dit « Je ne voulais pas mourir, je voulais juste me tuer. » Et vous voyez, on pourrait dire, mais attends, qu'est-ce que c'est que cette espèce de propos poétique? Qu'est-ce que ça veut dire que ce contraire? C'est pas le contraire. Je ne voulais pas mourir, c'est-à-dire je ne voulais pas disparaître dans le néant. Je voulais faire cesser cette vie-là qui m'est insupportable, je voulais me tuer. Je voulais tuer ce corps qui ne me convient pas, ne me va pas, cette vie-là, cette vie matérielle qui ne me convient plus, c'est elle que je veux quitter. Mais je ne veux pas mourir, c'est-à-dire me dissoudre dans une sorte de néantisation de moi. Et ça, c'est très important aussi que vous l'ayez en tête. Lorsqu'on utilise les mots à la place d'un autre, quand on dit par exemple d'un suicidé, il a voulu disparaître, on ne sait pas qu'en réalité on dit au pied de la lettre quelque chose de très juste, mais qui a échappé complètement à l'intéressé. Disparaître, ça veut dire cesser de paraître. Ça veut dire ne plus avoir de corporéité. Les disparus en mer ou en montagne, c'est lorsqu'on n'a pas encore retrouvé leur corps. Voyez-vous, ils sont disparus, ils sont considérés comme morts parce qu'on ne retrouve pas leur corps. Eh bien, le suicidaire, c'est quelqu'un qui se débarrasse de sa corporéité et qui s'en débarrasse d'ailleurs souvent d'une manière extrêmement spectaculaire et qui va espérer secrètement, au-delà de cette vie corporelle et matérielle qu'il abandonne, il va espérer donc secrètement exister autrement en étant rendu vivant par la mémoire douloureuse de ceux qui restent. Ça, c'est hyper important. C'est pour ça que, si vous voulez,
La question n'est pas de condamner, de savoir si moralement c'est juste, pas juste, etc. Vous voyez bien qu'on est à 100 000 kilomètres de ce genre de propos. C'est pas ça. C'est pas ni bien ni mal. C'est pas moral ou pas moral. C'est quelque chose qui est beaucoup moins évident que le mot a l'air comme ça de le laisser entendre. Se tuer, c'est-à-dire mettre délibérément fin à ses jours, mettre un terme à son existence. Vous voyez combien c'est en réalité ambigu. Il faudrait traduire dans nos têtes, mettre un terme à cette existence-là, à cette vie matérielle-là, mais toujours avec des points de suspension qui supposent une existence autre, qui supposent une place autre, qui est une place aux dépens de ceux qui continuent à vivre. Alors, les raisons pour lesquelles on peut être amené à vouloir abandonner cette corporéité, ce vécu-là, eh bien, vous allez voir qu'elles sont bien au-delà des causes, des facteurs déclenchants dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire en gros des pertes ou des abandons, au sens propre et au sens figuré. Il y a autre chose qui est fondamentale pour qu'on abandonne sa corporéité, c'est-à-dire cette vie matérielle-là, c'est que on est attaqué dans son identité. Et donc, quand je vous dis, on ne peut pas penser au suicide sans avoir un très fort sentiment de non-existence, ça veut dire, non-existence, ça veut dire mon identité est ou perdue ou introuvable. Je ne me sens pas exister. On ne peut pas me reconnaître, soit parce qu'on refuse de le faire, soit parce que les gens ne se rendent pas compte que ce que j'ai vécu avec eux a complètement dissous mon sentiment d'identité. Et je vais vous donner là maintenant quelques raisons qui, vous allez le voir, dépassent largement les circonstances déclenchantes. Quelles sont les raisons pour lesquelles on peut, à l'adolescence, vouloir abandonner sa corporéité pour n'exister qu'aux dépens psychiques de l'autre? Eh bien déjà, quand son corps a été attaqué et que les attaques qu'on a subies dans son corps deviennent intolérables à l'adolescence. Et quels sont les genres d'attaques qui deviennent intolérables à l'adolescence au niveau du corps? Ce sont les violences sexuelles subies dans l'enfance. Sachez qu'une jeune fille sur 3 qui rentre dans mon service pour tentative de suicide a été victime, dans la réalité, de violences sexuelles dans l'enfance. 1 sur 3. Vous voyez que les causes déclenchantes, mon petit ami m'a quitté, par ailleurs, sera vrai. Mon petit ami m'a quitté, j'ai eu une succession de très mauvaises notes à l'école, je me suis disputé avec mon oncle, mon grand-père est mort et j'y tenais beaucoup. Toutes ces causes déclenchantes vont en même temps s'appuyer en quelque sorte sur cet abcès dont le sujet n'a pas au départ conscience, qui est que son corps, sa vie, est devenue invivable parce que l'adolescence a réveillé dans cette personne des violences subies qui lui sont intolérables au moment de la puberté. Et ça, voyez-vous, c'est à ça que sert en fait mon service. Parce que les choses soient claires. Pourquoi est-ce qu'on a fait un service pour des jeunes suicidants comme ça? Justement parce que quand on les voit dans les services d'urgence, ils ont une jeune fille, appelons-la Vanessa, 15 ans, a avalé des cachets, on l'a amenée au service des urgences, on lui a fait un lavage d'estomac ou l'équivalent, elle se réveille quelques heures plus tard, elle est plutôt en forme physique, les réanimateurs disent que c'est bon, elle est sauvée, elle est sortie d'affaire. Un psychologue ou un psychiatre vient pour discuter avec elle, pour savoir ce qui s'est passé.
pour bien vérifier pour savoir si c'est un accident ou si c'est délibérément qu'elle a avalé des cachets. Elle reconnaît qu'elle a avalé des cachets. Elle ne reconnaît pas forcément que c'est pour se suicider. Elle va peut-être dire c'était pour dormir, casser, couper quelque chose. Et quand on va lui demander pourquoi elle avait envie de mourir ou de dormir, elle va répondre « parce que mon petit ami m'a quitté ». Elle ne va jamais dire « parce qu'à l'âge de 9 ans, mon oncle maternel m'a tripoté ». Elle ne va pas dire ça, parce qu'elle n'en a pas conscience. Elle ne sait pas que le caractère intolérable du vécu affectif qu'elle a est lié à des attaques plus profondes qui touchent à son sentiment d'identité. Et c'est quand nos collègues réanimateurs vont nous l'adresser dans notre service qu'elle va y retrouver d'autres semblables, entre guillemets, que les jours vont passer, qu'elle va avoir des entretiens individuels et des entretiens de groupe, qu'entre 18h et 1h du matin, plutôt donc au soir, elle va avoir un moment d'envie très forte de confidence à une de nos infirmières, et elle va dire à une infirmière qu'elle a oublié ou qu'elle n'a pas voulu dire quelque chose quand elle est arrivée 5 jours avant, mais quand elle avait 9 ans, son oncle maternel l'avait tripotée. Et ça va débarquer, voyez-vous, à retardement. Ça va venir comme une sorte de maturation de l'abcès. Voyez-vous, c'est ça qu'il faut que vous entendiez. Le suicide à l'adolescence, c'est un petit peu comme serait une rougeur qui apparaîtrait au niveau de la peau, mais qui masquerait un abcès profond qui, s'il n'est pas ouvert, va continuer à suppurer. Il y a toujours, derrière les facteurs déclenchants, ce genre de choses. Alors voilà, par exemple, une des fractures de l'identité, si vous voulez, qui peut exister. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme autre fracture de l'identité ? Une autre fracture de l'identité, c'est quand on fait partie de ce que j'appelle le cocktail Molotov de l'adoption. Qu'est-ce que c'est que le cocktail Molotov de l'adoption ? Le cocktail Molotov de l'adoption, c'est des conditions de souffrance partagées, réunies et qui finissent ensemble par constituer quelque chose d'explosif. Alors, très rapidement, qu'est-ce qu'il faut, malheureusement, pour faire ce genre de cocktail explosif ? Il faut des gens qui ont essayé d'avoir des enfants, n'y sont pas parvenus après bien des espoirs que la médecine éventuellement leur a laissés. Ils se sont fait aider par la procréation, etc., assistés. Ils ont eu l'espoir que ça arrive. Et puis un beau jour, on finit par leur dire qu'ils sont stériles. Ces gens sont frappés par quelque chose qui vient toucher aussi, eux, leur propre identité. Donc voilà des gens qui sont, au départ, fracturés par quelque chose. Naturellement, parce que c'est naturellement qu'on pense à l'adoption. L'adoption fait partie de la vie humaine depuis qu'il y a des humains. Ils vont donc avoir envie de réparer cette blessure très profonde en adoptant un enfant. Pour des raisons qui mériteraient véritablement qu'on se penche quand même sur ça, alors que je viens de vous dire que l'adoption fait partie de la vie des humains probablement depuis qu'il y a des humains, il se trouve que dans nos sociétés, c'est très compliqué d'adopter. Des procédures, des longueurs, des complexités de réseaux, de choses comme ça, qui font que le petit malheureux qui pourrait être adopté, qui est né à 30 km de chez soi, on ne peut pas l'adopter, il n'est pas adoptable. Il faut adopter un petit qui est plutôt d'un pays autre et dont les parents, pour qu'il soit adoptable, ont forcément subi des choses extrêmement graves, voire tout à fait dramatiques. Genre, un petit enfant qui a assisté au mitraillage de son père et à la décapitation de sa mère. Vous voyez le genre de bagage traumatique que peuvent avoir certains de ces petits. On trempouille ce petit enfant bien traumatisé dans un orphelinat très délabré et très carencé.
La procédure d'adoption s'éternise, il y trempouille encore plus longtemps. Et un jour, à Roissy-Charles de Gaulle, on retrouve des parents qui sont dans l'espoir de le rencontrer depuis 3 ans, qui ne pensent qu'à lui après l'avoir vu sur Internet, et ce petit, à qui on donne une glace et un petit Mickey en ballon, et on assemble les composantes du cocktail Molotov. Sur le coup, il ne se passe rien, au contraire, il ne se passe que des bonnes choses, tout le monde est content, cette famille l'attend, il y a une chambre magnifique, il y a des jouets, il y a des peluches, des doudous, de la moquette, tout va bien. Et puis, et c'est ça qu'il faut savoir, l'enfant grandit, l'enfant va entrer en adolescence, et au moment de l'adolescence, vont venir se dégoupiller tous les abcès qui sont à l'intérieur des uns et des autres. Chez les parents adoptifs, alors que n'importe quel adolescent dit à ses parents un jour, espèce de bande de salauds, vous m'avez trouvé dans une poubelle, là c'est vrai. Ça les attaque. Ça vient les torturer. De toute façon, t'es pas ma mère. De toute façon, t'es pas mon père. C'est vrai. Donc, tous les coups de boutoir de l'adolescence viennent enfoncer des poignards dans le cœur de ces gens et réactiver leurs blessures, c'est-à-dire la stérilité, voyez-vous, antérieure. Ça, c'est du côté des parents, qui vont donc, s'ils ne sont pas trop souples, camper sur des positions éventuellement un peu rigides pour se défendre. Et du côté de l'enfant adoptif, qu'il le veuille ou non, tous les fantômes du passé vont ressurgir à l'adolescence. La mère décapitée, le père mitraillé par la milice, etc., etc. Tous ces fantômes vont sortir comme d'une boîte de Pandore et vont venir occuper la scène. Ça va provoquer ce que j'appelle l'adolescence 40e rugissant. Il ne peut pas y avoir d'enfance adoptée qui ne soit pas rugissante comme ça lorsqu'on met en présence, encore une fois, des problématiques aussi explosives. Il y a des adoptions moins explosives, notamment quand les parents ont pu avoir des enfants naturels et ont adopté en plus des enfants. Ils sont moins explosifs, eux, déjà. Il y a d'autres enfants qui n'ont pas tous, heureusement, subi des visions d'apocalypse, de mères décapitées, de pères mitraillés par la milice. Donc il y a des cocktails qui sont plus light. Mais dans le cocktail explosif dont je vous parle, il y a une forte probabilité pour que ces 40e rugissants de l'adolescence, faute d'étayage, pour peu que des gens ou des situations viennent aggraver la problématique identitaire, par exemple une fracture du couple, par exemple des histoires comme ça, il va y avoir un risque suicidaire très important. Et là encore, dans mon service, on accueille des adolescents dont la proportion d'enfants adoptés dépasse, si vous voulez, la proportion répandue dans la population générale, et qui appartiennent tous à ces adolescences extrêmement explosives, parce que l'histoire est explosive. Qu'est-ce qu'il peut encore y avoir comme cause identitaire terrible? Eh bien, il peut y avoir des parents eux-mêmes anciens, si je puis dire, j'ai presque envie de dire anciens combattants, anciens suicidaires, qui ont cru se défaire de leur souffrance, mais qui n'ont en fait qu'ignorer leur abcès. Ces gens ont été très suicidaires à l'adolescence, se sont calmés au début de l'âge adulte, ils se sont connus, ils se sont aimés, ils ont réussi à faire comme s'il n'y avait rien, et puis en devenant parents d'adolescents, vous savez que ça fait vieillir d'être parent d'adolescents. C'est un terrible coup de boutoir qui arrive à n'importe quel parent. Jour où leur progéniture leur dit « Eh bien, vous étiez des gens tout à fait idéaux, mais plus maintenant. Maintenant, vous êtes des vieux. » Ça, c'est un coup de boutoir, voyez-vous.
Ces attaques-là, encore une fois, quand on les prend avec le sourire, parce qu'on le sait, on est habitué, les voisins c'est pareil, etc., ça va. Si on est quelqu'un de fragile identitairement, on campe sur des positions. Et ça vous donne certaines caricatures qui n'ont pas dû vous échapper dans votre entourage. Telle maman qui va se faire percer avec sa fille, qui va en discothèque avec elle, voire qui sort avec le même garçon. Tel monsieur qui décide subitement de ne porter plus que des costumes à franges, passer très vite son permis moto, et il trompe sa femme avec une fille qui a 25 ans de moins que lui. Voyez-vous ? Ça s'appelle refaire l'adolescent. Et dans cette espèce de revival adolescent, eh bien, le problème, c'est qu'il y a un vrai adolescent dans la bande. Il y a des faux adolescents et des vrais. Alors, parfois, on a dans les couloirs du centre Abadie 3 adolescents, dont 2 faux. Les parents entourant un vrai adolescent qui, lui, ne peut pas supporter cette espèce de collage qui déclare que c'est pas possible, et plus les parents vont coller à lui et le coller, mais d'une manière quasi viscérale, parce que sinon ils se sentiraient eux-mêmes plus exister, plus ça le rend épidermique et dans l'incapacité de tolérer cet échauffement, il devient à vif, il est à fleur de peau, comme je l'écris, et dans ces cas-là, il n'a qu'une envie, c'est faire sauter tout ça d'une façon souvent explosive, et là encore qu'il faut entendre au sens propre et au sens figuré, en multipliant les agissements, les passages à l'acte, les comportements à risque, et éventuellement en commençant à attaquer sérieusement ce corps inflammé qu'il va saccager, couper, scarifier, etc. Ça, c'est aussi une autre composante, c'est l'adolescent suicidaire qui révèle la suicidalité, si vous m'autorisez ce néologisme, des parents. Voilà comment on peut, voyez-vous, composer une sorte de patchwork. Alors parfois, il y a un peu de tout. Parfois, les questionnements identitaires mêlent des choses qui appartiennent à l'histoire du sujet, à l'histoire de sa famille, et il ne faut évidemment pas oublier, parce que ça serait terrible de ne pas le dire, qu'il y a aussi, dans la psychiatrie, des maladies de l'identité dont on ne connaît pas encore les causes réelles. On ne sait pas, par exemple, la schizophrénie est une maladie mentale affreuse. Et quand on regarde les statistiques, on s'aperçoit que la probabilité pour qu'un jeune schizophrène se suicide avant l'âge de 35 ans, c'est-à-dire jeune, est 35 fois supérieure au risque de la population générale. Donc être schizophrène, oui, ça expose à un risque de suicide. Et comment on pourrait définir la schizophrénie mieux, sinon qu'une maladie de l'identité, dont la caricature m'a été donnée à voir lorsque j'étais jeune interne en psychiatrie, où un jour on m'a dit la jeune fille que tu vois là-bas, c'est une jeune fille schizophrène, il faudrait que tu fasses un entretien avec elle. Et je me retrouve face à une jeune fille qui a l'air d'être une jeune fille, qui a un grand regard bleu qui est un petit peu perdu, mais enfin bon, voilà. Jusque-là, je ne vois pas pourquoi on dit qu'elle est tellement schizophrène. Elle a l'air absente, certes, mais on pourrait aussi dire qu'elle est déprimée. Et puis à un moment donné, par inadvertance, je fais un bruit sur le bureau, et la jeune fille sursaute et réagit parce que elle a eu mal à la place de la table. Ça, voyez-vous, c'est un petit problème identitaire grave, quoi. Quand on n'est plus en mesure de définir en quoi on est différent de la table et qu'on ressent à l'intérieur de soi, excusez-moi, la douleur de la table, c'est qu'il y a quelque chose qui souffle un vent mauvais en soi, et la schizophrénie est une maladie identitaire qui peut provoquer ce genre de choses. C'est pas la seule, c'est peut-être sans doute la plus grave. Certains autres troubles
peuvent mobiliser ça. Alors, on dit la dépression. Et d'ailleurs, je suis sûr que parmi vous, un certain nombre de gens disent « mais ça, c'est quand même très curieux. Voilà un conférencier qui vient nous parler du suicide chez les jeunes. Ça fait 3/4 d'heure qu'on le supporte. Et il n'a même pas encore utilisé le mot dépression. Mais d'où sort-il? Sortez-le !» Pourquoi je vous dis ça? Eh bien parce que, à mon avis, on abuse du mot dépression. Et justement, dans tout ce que je viens de vous décrire, il y a des choses dépressives, il y a des émotions dépressives. Mais ce n'est pas en les attaquant frontalement qu'on pourra résoudre le problème. Vous ne parviendrez pas à réduire la souffrance de ces parents adoptifs dont on parlait tout à l'heure en leur donnant simplement un antidépresseur. C'est ça que je veux vous faire comprendre. Ces gens-là ne sont pas, eux, malades de l'humeur. Ce sont des gens qui sont déprimés, voire désespérés du fait des circonstances de souffrance qu'ils ressentent. Mais on ne va pas mélanger ça avec la dépression au sens biologique du terme, qui comporte des aspects qui encore nous échappent, comme vous le savez, qui frappent certaines personnes plus que d'autres, mais pour lesquelles, je m'empresse de vous dire, quitte à ce que certains de mes collègues s'en offusquent, et quand je dis collègues, je dis autres psychiatres, c'est que le suicide ne va pas de façon aussi évidente que cela avec la dépression, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Ou alors, c'est qu'on mélange tout. Voyez-vous ? De la même manière que la fièvre, dans une maladie contagieuse, est un fléau tout en même temps qu'un révélateur qui est destiné à défendre l'organisme, même si c'est assez inapproprié. Faire monter la température du corps, c'est aussi pour tuer les microbes. Ça révèle qu'on est malade et en même temps, c'est destiné à défendre. Vous m'accorderez que s'employer à attaquer la fièvre, sans soigner la raison, la cause, qui est le microbe ou le virus attrapé, ce serait quand même assez dérisoire et déraisonnable. Ça serait donner du paracétamol à tous les gens qui sont infectés. Et il faut peut-être le faire d'ailleurs parfois, mais jamais en s'arrêtant à cette simple étape. Eh bien dans la dépression, pour moi c'est exactement pareil. La vraie dépression, c'est-à-dire celle qui n'est pas liée à des facteurs extérieurs, qui n'est pas une réaction à une situation difficile, qui tombe sur la personne, comme le disent très bien les dépressifs. Ça m'est tombé dessus. Et quand ils font ce geste, ils font comme une sorte de chape de plomb qui leur a coulé sur les épaules et qui les noie, qui les fait ployer sous le poids de quelque chose d'intolérable. La dépression, messieurs, dames, elle a sa fièvre aussi. C'est justement cette sorte d'inhibition. Le fait d'être abattu empêche de se tuer. C'est probablement ça la raison de l'abattement du dépressif, voyez-vous ? C'est qu'en étant abattu, il se morfond, mais il n'a même plus la force d'aller se jeter dans le vide ou d'aller se pendre. Et c'est la raison pour laquelle, je dis toujours, et je ne suis pas là le seul, quand on commence à donner des traitements antidépresseurs à des gens dépressifs, méfions-nous de ne pas lever l'inhibition avant même de redresser l'humeur, car sinon on tuerait le dépressif, et c'est ce qui arrive malheureusement quand on donne des traitements antidépresseurs un peu à tort à travers, sans prendre en compte cette affaire-là. Voyez-vous ? La dépression est une maladie qui n'est pas synonyme de suicide. La dépression est synonyme d'abattement profond qui peut conduire à l'inanition, qui peut conduire à la mort, faute de combattants, tellement la personne est noyée et liquéfiée par sa dépression. Mais voyez-vous, le suicide, c'est quelque chose d'actif, c'est quelque chose qui vient revendiquer, et ça, c'est quelque chose qui va donc venir, en quelque sorte, être soutenu par autre chose que la seule et pure dépression. Il faut qu'il y ait et de l'abattement et de la désespérance, et de l'énergie
pour revendiquer son existence et imposer cette existence en obligeant les autres à le faire survivre. Merci beaucoup de votre attention, puis j'espère qu'on va pouvoir maintenant un petit peu en parler. Merci à vous.